Bonjour et bienvenue au webinaire Exporter en France. La présentation prendra environ 1 heure et nous aurons du temps à la fin pour vos questions. Vous pourrez les poser par la fonction de questions et réponses. De plus, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. Nous les garderons pour la période de questions à la fin. Si vous avez des questions techniques à propos du système, je vous invite à m'envoyer un message direct via la fonction chat. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui vos animateurs Mathias Etchenet et Phian Nguyen. Mathias Etchenet a commencé sa carrière comme représentant à la diffusion C. Passé par Flammarion et Interforum, il a ensuite été directeur général du CDE et président-directeur général du FED, Groupe Gallimard Madrigal. Aujourd'hui, avec son activité éditeur à la Volte, maison qu'il a fondée en 2004, il est également consultant chez Axial au service d'éditeurs et des diffuseurs sur les sujets commerciaux. Professionnel depuis 20 ans, Dorling Kindersley, Gallimard Jeunesse, Hachette Jeunesse, agent et consultant indépendant depuis 2008, Phian Nguyen est un spécialiste reconnu des droits d'auteur et droits secondes, traduction, dérivés et audiovisuels. Il est également formateur professionnel consultant pour les maisons d'édition, souhaitant développer les sessions des droits de traduction et la coédition, et développeur des logiciels dédiés au secteur de l'édition, droits d'auteur et droits de traduction. Donc, bienvenue Mathias et Phian, et merci d'être parmi nous. Je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci. Phian. Bonjour à tous. Nous sommes ravis, au nom d'Axial, d'animer ce webinaire avec vous. Juste un mot rapide à propos de notre structure. Axial est un cabinet de consultants spécialisés dans le livre. Nous sommes 8 associés expérimentés, experts du secteur de l'édition spécifiquement. Et nous menons des actions de conseil et de formation et d'accompagnement des éditeurs en France, mais également dans le monde entier, sur tous les métiers du livre. Je vais laisser la parole à Mathias qui va commencer la présentation. Je vais partager mon écran avec le support que nous allons utiliser aujourd'hui. Et je laisse la parole à Mathias. On va disparaître de la vidéo, mais nous sommes toujours là. Bonjour. Donc, je vous présente une première partie générale. On a quelques chiffres, mais je ne vais pas lire tous les chiffres qu'il y a dans la présentation, puisque vous les aurez après. En revanche, on va commencer donc par la vue générale du secteur de l'édition. Voilà, on va faire 3 parties. Une vue générale, ensuite il y aura une partie sur les sessions par Phian, et ensuite il y aura sur la diffusion en librairie pour moi. Tout ça en 1 heure. Donc, la vue générale sur le secteur de l'édition. Alors, les spécificités pour commencer tout de suite dessus. Très rapidement, mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une spécificité en France, très claire, c'est le prix unique du livre. Le prix unique, c'est-à-dire que le prix est fixe, en fait, le prix est fixé par l'éditeur, c'est la loi Lang, et effectivement, ça a permis l'accès, ça a permis l'accès à beaucoup d'éditeurs, à la création, et du coup, ça a également permis d'avoir beaucoup de librairies indépendantes sur tout le territoire. Donc, voilà, le principe, c'est l'éditeur fixe le prix de vente. Et à noter aussi que ce prix est obligatoirement marqué sur la couverture, sur la 4e derrière, sauf pour des collections de poche. Une autre spécificité due à la loi Lang, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les principales. La remise,
on ne peut pas, le prix, en fait, en réalité, ne peut pas être baissé. Le libraire peut baisser le prix jusqu'à 5%, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il est fixe avec une toute petite marge. Voilà. Deuxième élément, la TVA. La TVA est de 5,5%. Donc, pour vous, enfin, et en anglais, donc la VAT, mais 5%. Et c'est la même chose pour le livre numérique. Voilà pour les spécificités principales, bien entendu. Ensuite, sur la lecture, vous avez 3 présentations. Voilà, vous avez des chiffres. C'est assez récent puisque ça date du Centre national des lettres de 2019, enfin sur la lecture en 2019. À savoir que, bon, là vous verrez que la lecture se porte bien, on s'inquiète, on dit toujours qu'il y a une érosion, mais il y a une érosion éventuellement chez les très grands lecteurs, 20 livres et plus. Mais on voit, vous regarderez ces 3 pages, je vous laisse les découvrir après, sur l'objet livre, sur le profil. Voilà, c'est toujours intéressant. On voit qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs. Voilà, ce ne sont pas des données marché, mais des questionnaires sur les pratiques de lecture dans le domicile, en commun, enfin chez soi, dans les transports en commun. Mais bon, je vous laisse découvrir ça. On passe plutôt à des chiffres. Alors ça, c'est très difficile à lire. C'est ce que Livre Hebdo, enfin à lire en termes de lisibilité. Livre Hebdo, donc c'est le journal professionnel. Évidemment, quand vous aurez une copie, vous pourrez plus rapidement regarder. Alors, je vous propose juste de regarder des grands blocs. On voit en fait la taille des groupes, c'est-à-dire en haut à droite, vous avez Hachette Livre avec toutes ces marques. Vous avez à gauche, tout à gauche, Média Participation. En bas, Editis en rose. Et au milieu, Madrigal. On va dire que ce sont les 4 principaux, enfin, c'est même certain, les 4 principaux groupes qui pèsent dans l'édition. Juste pour les derniers événements, pour ceux qui connaissent un peu la France, vous avez Madrigal, qui est Gallimard plus Flammarion, puisque Gallimard a racheté Flammarion il y a quelques années, ainsi que Casterman. Donc ça a été un changement. Et Média Participation, qui a racheté Le Seuil et La Martinière. Donc ça a changé le poids et le profil de ce groupe-là. Voilà. Vous avez un 5e groupe qui est le groupe Lefebvre-Sarru, qui est principalement dans le juridique, mais qui est très très important en termes de poids. Voilà. Et vous avez d'autres groupes ou maisons d'édition, petites ou grandes, qui composent cet archipel. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on voit visuellement les poids. Hein, c'est plutôt représentatif du poids de ces groupes-là. Donc le premier, c'est Hachette, et le deuxième, c'est Média, qui à eux deux pèsent alors plus ou moins 35% du chiffre d'affaires de l'édition. C'est ce que vous avez sur le panorama de l'édition. On a mis peu de chiffres, mais vous avez voilà, une concentration certaine, 2 groupes qui pèsent, mais les 12 premiers groupes d'éditeurs pèsent à eux seuls 80%. Voilà. Donc ça, c'est une donnée très forte. La concentration se poursuit, mais à côté, vous avez énormément de structures éditoriales, d'éditeurs. On en dénombre, alors d'après le ministère de la Culture, 8000. Moi, nous aurions tendance à en prendre en compte 1 millier, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, ce qu'on lit, c'est donc 8000 structures éditoriales selon le ministère de la Culture. Donc, 4000 pour lesquelles l'édition constitue l'activité principale et 1000 dont l'activité est significative sur le plan économique. Nous avons le syndicat national de l'édition, que vous voyez en bas, c'est le rapport d'activité du SNE, donc le dernier rapport d'activité porte sur 2019, et vous voyez des chiffres qui sont, alors pour nous, très importants, c'est-à-dire que selon le SNE,
il y a en 2019 107 143 livres parus. Je préfère dire qu'il y a 44 660 nouveautés. Voilà. Donc, le SNE affiche une légère baisse entre 2019 et 2018. Vous voyez que c'est modeste. Néanmoins, effectivement, beaucoup de gens dans l'édition parlent d'une production pléthorique. Parfois, d'autres sources annoncent davantage de titres par an. En tout cas, voilà. Chiffre à retenir, source Syndicat national de l'édition, 44 660 nouveautés en 2019, y compris les poches. Quand ça sort en poche, la première fois, c'est considéré comme une nouveauté. Pour une production de 516 millions d'exemplaires, vous avez un tirage moyen qui est une moyenne par définition. Donc, bon, moi, je m'y fie peu puisque vous avez un poids de certains best-sellers qui augmentent cette moyenne. Et à droite, dans ce graphe très simple, vous voyez en 2019 un chiffre d'affaires annoncé francophone, enfin des groupes français de 2 806 millions d'euros et en hausse 2019 par rapport à 2018. Voilà. Juste les derniers chiffres qu'on nous annonce selon un autre observatoire, à savoir l'année 2020. L'année 2020, c'est pas si mal passé au niveau de l'édition. Mais on n'a pas des chiffres pour vous, on n'a pas prévu une présentation dessus, mais le panéliste GfK annonce moins 4%, ce qui est une forte baisse, et en même temps, par rapport au contexte de virus, de confinement, de report de livres, il y a eu une partie de l'année des librairies fermées. Finalement, on trouve que c'est un résultat plutôt satisfaisant pour 2020. On verra comment se déroulera. 2021, je n'ai pas la présentation pour 2021. Pour la suite des chiffres que vous pourrez regarder, ils sont peut-être en plus très, très petits. C'est intéressant de regarder les poids des segments éditoriaux. Vous avez à la fois le poids et à la fois l'évolution des segments éditoriaux. Si je regarde les ronds, les bulles en bas, les bulles violettes, vous voyez au centre que la littérature pèse 21,5%. Voilà. Et là, ce sont toujours les chiffres 2019. Oui, c'est marqué part de marché en 2019 en pourcentage. Donc voilà le poids de la littérature. Le deuxième segment est sciences humaines et sociales, puis la jeunesse. Et la bande dessinée manga qui pèse 11,5 et qui a beaucoup augmenté en 2019 et on sait aussi en 2020 a beaucoup augmenté. Voilà, vous avez aussi à droite l'enseignement scolaire. Alors, segment difficile à cerner, enfin pour certains, jusqu'où le parascolaire va, mais tout ce qui est enseignement et scolaire pèse 14,6, donc c'est quand même important. Enfin, c'est très important. Voilà, je vous laisserai découvrir, nous vous laissons découvrir ces chiffres. L'édition numérique, difficile d'avoir des chiffres. Le SNE annonce des chiffres, donc au moins on a une base solide. Donc vous voyez que nous avons le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires si je regarde le total, de 232 millions. Et à partir de là, avec une évolution de 9,2%. À droite, vous avez, alors, pardon, tout en bas, vous voyez que ce qui nous intéresse aussi, c'est le poids. Donc, on voit que cela représente 8,7% du chiffre des ventes totales des éditeurs. Voilà. Et à droite, vous pourrez regarder également par segment la répartition. Voilà. Donc, peut-être que c'est un pays qui a, c'est ce qu'on nous dit très souvent en tout cas, un poids sur le chiffre d'affaires des livres numériques beaucoup plus bas que dans bien d'autres pays, mais qui évolue toujours positivement. Voilà, nous avons après les traductions. Je laisse la parole à Fiane. Pour terminer sur ces chiffres qui vous donnent une idée globale du marché, nous avons extrait une partie des statistiques qui proviennent du SNE sur les traductions vers le français
Alors, le titre est un peu trompeur, ce sont des chiffres qui sont sortis de la Bibliothèque nationale de France en termes de traduction. Donc, on n'a pas d'indicateur statistique sur les sessions, à proprement parler, mais ça donne une bonne indication sur la totalité des titres parus. On en a à peu près 1 sur 6 qui sont des traductions, avec une répartition par genre éditorial qui est assez nette, avec 3 catégories de livres qui ressortent fortement, donc la littérature, la fiction, près d'un tiers, 1/5 sur la bande dessinée et à peu près près de 15% sur la jeunesse. Les autres genres éditoriaux sont beaucoup plus faibles, sont à 5% ou moins du total. Ce qui est important de remarquer, c'est ce que vous voyez sur le graphique à droite, c'est qu'il y a une très forte prédominance des textes traduits de l'anglais, donc près des 2/3 des ouvrages traduits proviennent de l'anglais. Ensuite, il y a une répartition qui est beaucoup plus faible, avec un peu une surprise, qui est la deuxième langue la plus traduite, qui est le japonais, mais qui est due au grand nombre de titres de mangas traduits, et aussi symbolique de l'importance du marché de la bande dessinée. Voilà, cette première partie vous permettait d'avoir une vision globale avec quelques chiffres sur l'état du marché français. Dans cette deuxième partie, je vais, en suivant le processus d'une session de droit, de façon assez opérationnelle, essayer de vous donner une vision de comment prospecter les éditeurs français pour leur proposer des titres à publier sur leur marché provenant de vos catalogues, avec voilà, certains aspects sur lesquels je vais passer rapidement, notamment sur les questions de négociation. Mais l'idée est vraiment de vous présenter l'ensemble du processus en suivant le cheminement que vous devriez suivre, et en m'arrêtant sur un certain nombre de spécificités, de critères propres au marché français, à l'acquisition de cessions de droit. L'objectif principal de cette démarche est pour vous, éditeurs canadiens anglophones ou francophones, de mettre en place des partenariats avec un éditeur français qui va publier l'ouvrage sous sa marque ou en coexploitation avec vous. La première étape que je vous recommande évidemment de bien suivre, c'est vous assurer que la chaîne de droit est bien respectée, que vous contrôlez ces droits par mandat ou par contrat d'édition, et notamment en termes de périmètre d'exploitation, quel format, est-ce que vous avez bien les droits sur le format papier, numérique, etc. Et la possibilité de céder ou de coéditer à un tiers. Les questions évidemment de rémunération sont primordiales également, et l'intervention ou pas de l'agent, d'un éventuel agent qui représenterait les auteurs du titre concerné. On a 2 manières principales de pouvoir faire entrer un ouvrage étranger sur le marché français. Le plus classique est constitué par une cession de droit, dont le principe est assez simple et sur lequel vous avez l'habitude. C'est un ouvrage en général que vous avez publié initialement sur votre territoire, dont vous allez céder le droit de traduction ou de publication, si c'est un ouvrage qui est déjà en français, avec un certain nombre de critères précis, et notamment les notions de territoire qui sont extrêmement importantes sur la langue française. À minima, le territoire doit être l'Union européenne si c'est un éditeur français, puisqu'il y a une libre circulation des marchandises en Europe, et une langue bien déterminée qui est le français. Le principe de la cession de droit est de confier la publication et la commercialisation de ces ouvrages à votre partenaire français, avec la possibilité pour vous, en tant que détenteur des droits d'origine, de garder ou pas la fabrication de ces exemplaires pour la publication
en langue française. La deuxième manière de collaborer avec un éditeur français, qui est plus minoritaire, mais qui, on va le voir, a un certain avantage, est ce qu'on appelle la coédition. Alors dans la dénomination française du terme coédition, qui est bien la publication par deux éditeurs qui travaillent de concert pour l'exploitation d'un ouvrage. Cela doit donner lieu à un contrat spécifique. Le principe de ce contrat est vraiment le partage à la fois de l'ensemble des coûts et l'ensemble des revenus. Donc, vous allez partager à la fois les coûts éditoriaux, de traduction, de publication, marketing, promotion, etc. Un partage des tâches selon les spécificités et les compétences de chacun, notamment pour les questions de diffusion et de distribution. Et à la fin, un partage qui est en général à 50-50 des bénéfices de l'exploitation. Dans le tableau suivant, de façon assez schématique, j'essaye de vous montrer les avantages et les inconvénients de ces deux options. La cession de droit est en général plus rapide et facile à mettre en œuvre puisqu'il s'agit essentiellement d'un contrat qui est relativement court. En revanche, le chiffre d'affaires et la marge que vous dégagez est plus faible et vous avez un contrôle sur la commercialisation et la qualité de publication qui est réduite puisque vous confiez cette publication à un tiers. La coédition vous permet de bénéficier de la connaissance du marché de votre partenaire et de générer, en cas de succès, une marge unitaire plus élevée. En revanche, ce schéma est légèrement plus lourd en termes de mise en œuvre, de la mise en place de ce qu'on appelle une co-entreprise, avec des aspects de gestion qui sont beaucoup moins simples que sur une cession de droit. Une fois ces deux modes d'entrée détaillés, je vais suivre vraiment le cheminement que tout cessionnaire de droit doit suivre pour aboutir à l'introduction de son ouvrage sur un marché étranger. La première chose à travailler, c'est l'identification dans votre catalogue des titres qui sont potentiellement intéressants pour le marché français. On l'a vu tout à l'heure, tous les genres éditoriaux sont concernés, mais on a un prisme très fort en France. Les éditeurs sont particulièrement à la recherche des trois genres qu'on a exprimés au préalable, donc la fiction, la bande dessinée, la jeunesse et les sciences humaines. Sans enfoncer des portes ouvertes, évidemment, on a des critères sur la reconnaissance, la notoriété des auteurs, le style littéraire, les prix, évidemment le niveau de vente, qui vont induire l'intérêt des éditeurs français. Au-delà de ça, si on regarde spécifiquement le marché français et en particulier le fait que l'édition française est à la fois extrêmement concentrée, comme on l'a vu, mais également totalement éclatée, explosée, avec plusieurs milliers d'éditeurs qui parfois travaillent sur des niches très spécifiques. C'est pourquoi je vous incite à également ne pas hésiter à inclure des titres qui vous paraissent peut-être plus difficiles, plus niches, inattendus, originaux, peut-être plus difficiles dans l'absolu, parce que ce sont également ces titres-là qui vous permettent d'attirer l'attention des éditeurs français. Essayez d'éviter des titres qu'on appelle moyens, c'est-à-dire reproductibles. Si l'éditeur peut publier ce titre lui-même, il n'y a pas de raison qu'il fasse une traduction. Et vous incitez également à réduire l'offre au maximum et établir des priorités claires dans ce que vous pensez être prioritaire pour le marché français. Comme les tableaux de chiffres que
qu'on vous a présenté dans la première partie. Je vous laisserai regarder en détail les petits schémas qu'on vous propose ici. Le matériel de prospection est un élément extrêmement important dans l'établissement d'un partenariat avec les éditeurs français. Aujourd'hui, et a fortiori après l'année qu'on vient de passer, la prospection à distance est devenue extrêmement importante, ce qui incite à créer des newsletters, des catalogues digitaux, mettre en place des ressources disponibles à distance est vraiment important. Je vous laisserai regarder tout ça en détail. La communication, pas nécessairement liée à une opération de promotion extrêmement importante, et les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment une source de promotion de l'image de vos catalogues extrêmement importante, sur laquelle il faut également travailler en plus de la prospection commerciale. Je vous incite également avant de travailler sur les argumentaires spécifiques à chacun de vos ouvrages, de réfléchir, notamment quand vous n'avez pas d'historique et de notoriété particulière auprès des éditeurs français, à bien travailler la présentation de votre maison d'édition et sa ligne éditoriale. C'est parfois pas grand-chose, peut-être un paragraphe ou deux, mais c'est extrêmement important pour les éditeurs d'avoir cette vision de qui vous êtes, quel est l'objectif de la politique éditoriale de votre maison, afin que les potentiels acheteurs visualisent la ligne éditoriale de votre maison. En termes de prospection et d'identification des cibles, un aspect vraiment important par rapport au marché français, je vous laisserai encore une fois regarder les schémas en détail. L'identification des éditeurs français ne pose pas de problème particulier, car les ressources sont assez nombreuses entre ce que vous pouvez trouver sur les ressources du SNE, du BIEF, du CNL. L'accès à l'identification des éditeurs n'est pas vraiment très difficile pour les éditeurs majeurs. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est vraiment sur cette notion d'éditeur indépendant. On a une très grande richesse en France sur l'éventail de taille d'éditeurs et de positionnements éditoriaux. N'hésitez pas à aller chercher au-delà de Paris également. Tous les éditeurs ne sont pas à Paris, même s'il y a une forte concentration en France. Vous pouvez également trouver des éditeurs très professionnels et en région. C'est ne pas... Un seul conseil, ne pas vous cantonner aux 3 ou 4 groupes principaux et essayer d'aller regarder ce que font également les éditeurs indépendants. En termes d'identification de prospects en cession de droit, je vous incite à aller chercher vraiment l'interlocuteur qui est en charge des traductions. Donc, c'est en général quelqu'un qui est responsable éditorial ou directeur éditorial ou directeur de collection. Encore une fois, ce n'est pas très difficile d'avoir accès à ces informations-là via les annuaires et Internet. Aujourd'hui, les salons du printemps 2021 sont pour l'instant tous annulés, donc on est plutôt sur de la prospection à distance ou en visio. C'est une période complexe pour la cession de droit au niveau mondial. On a vu en 2020 un ralentissement assez fort en France et dans la plupart des pays avec une industrie de l'édition forte. C'est une raison de plus pour vraiment travailler le plus spécifiquement possible, sans oublier évidemment
une préparation forte. Et encore une fois, ici, je vous laisserai regarder ça en détail, mais tout le travail préparatoire au rendez-vous que vous allez avoir en face à face avec des éditeurs français demande vraiment un travail de préparation et probablement de répétition important et d'adaptation par rapport au contexte du marché. Une question importante en termes de cession de droit et une question récurrente qui est est-ce qu'il vaut mieux prospecter vous-même en tant qu'éditeur directement ou passer par un agent? Évidemment, il n'y a pas de réponse universelle, mais un certain nombre de critères sont importants. Quand on met en place une prospection directe, il y a un investissement au départ qui est assez important, de création de carnet d'adresses, de notoriété, créer le matériel de prospection. Le ratio temps passé CA dégagé est un indicateur fort qui devrait vous diriger vers la bonne solution. Souvent, le choix de passer par un agent est dépendant également du portefeuille de cet agent. Est-ce que cet agent a beaucoup d'éditeurs dans son portefeuille ou peu? Est-ce qu'il y a une concurrence directe avec d'autres éditeurs dans le portefeuille? Un point important, c'est la question de représentativité directe. Est-ce que vous voulez construire peut-être sur du long terme? Et à ce moment-là, il est sans doute préférable de travailler en direct pour instituer une vraie relation avec les potentiels éditeurs français partenaires. On a parlé de prospection spécifique. Évidemment, la prospection de masse reste un outil important, d'où la création de matériel de prospection du type mailing, catalogue et la création de newsletters. C'est un processus qui est relativement long et qui peut être laborieux, qui nécessite beaucoup de relance. Les éditeurs français ont une assez mauvaise réputation, si je peux être honnête, vis-à-vis des vendeurs de droits dans le monde entier qui essayent de vendre en France. La réputation des éditeurs français est qu'ils sont lents, qui ne répondent pas, qu'ils ont 10 000 autres choses à faire. Ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai non plus, mais concrètement, cela signifie qu'il est vraiment nécessaire pour vous de créer un lien fort, notamment sur l'identification de votre ligne éditoriale, qui doit être préalable à la présentation spécifique d'ouvrages que vous aurez identifiés comme à potentiel. Les éditeurs français sont extrêmement curieux et avides, mais il faut vraiment bien connaître leur ligne éditoriale et bien travailler sur votre présentation de votre catalogue. En termes de négociation et de contractualisation, je vais aller assez vite sur le process que beaucoup d'entre vous connaissez, mais je vais juste m'arrêter sur un certain nombre de spécificités sur le marché français. Les points principaux à absolument connaître avant de commencer à négocier. Donc là, on se positionne vraiment à partir du moment où un éditeur veut contractualiser avec vous. L'éditeur doit vous annoncer son prix de vente prévisionnel. On a vu qu'il y a une loi Lang en France, donc ce qui vous permet d'avoir un ordre de grandeur qui sera précis. L'ordre de grandeur du tirage également, on a vu les tirages moyens tout à l'heure, même si ce n'est qu'une moyenne, ça vous donne une idée du type de premier tirage, et bien valider la langue française, mais le territoire, donc à minima l'Union européenne, mais il peut y avoir des questions sur les autres marchés, ça peut être notamment la Suisse et d'autres territoires francophones, notamment en Afrique, en Asie et également en Amérique du Nord si c'est le cas. Les points principaux à négocier sont, en dehors de ces aspects-là, le type de diffusion. On a vu
la question du papier et du numérique tout à l'heure, les questions de fabrication et également les questions d'approbation des traductions. Nous vous recommanderons évidemment de contractualiser par écrit un certain nombre de points de vigilance. Donc on a évoqué le prix de vente unique. Les premiers tirages sont globalement en baisse sur les dernières années. Donc, vigilance sur ce point-là. Vigilance sur les droits seconds et le numérique et l'audio. Juste un mot rapide sur le Centre national du livre qui peut être une source de financement pour l'éditeur français avec une prise en charge qui peut atteindre à peu près la moitié du coût de la traduction. Je vous laisserai regarder ce schéma en détail. Le processus de cession de droit s'inscrit dans un temps long. En moyenne, il faut compter entre 3 et 6 mois au minimum entre le moment où vous présentez un ouvrage et le moment où vous contractualisez. C'est un délai qui est tout à fait normal. Travail de patience, de régularité dans les relances et je vous incite encore une fois à vraiment faire un travail préparatoire important avant de vous lancer dans la cession de droit vers les éditeurs français. J'ai terminé pour ma partie sur les cessions de droit. Je vais redonner la parole à Mathias sur la diffusion et la distribution. Merci Fiane, c'était bien, j'ai appris des choses. Donc, je vais vous parler de la diffusion-distribution, évidemment, et on va attaquer juste d'abord encore quelques chiffres avant de donner une définition de qu'est-ce que, en France, est la diffusion et qu'est-ce qu'est la distribution. Donc, vous avez les ventes des éditeurs par canal. Là aussi, rapport d'activité le plus récent du syndicat de l'édition. 76%, donc on voit la plus grande partie. Et la diffusion-distribution traditionnelle, c'est-à-dire auprès des revendeurs. Les autres parts sont ventes par correspondance, les clubs qui ont quasiment disparu en France après avoir eu un France Loisirs qui pesait beaucoup plus sur le marché à une époque. France Loisirs, donc la vente de clubs étant assez différente. C'est un mix entre une vente de droits et une vente de livres. Donc voilà, les collectivités administrations, portion congrue également, et puis il y a toujours autres canaux. Donc à retenir, voilà, le poids évidemment de la diffusion-distribution traditionnelle auprès des revendeurs, ça veut dire tout type de librairie. Ensuite, on a un autre tableau. Alors là, on est sur la France uniquement. Et GFK, c'est le panel liste que j'ai cité tout à l'heure, qui donnait moins 4% sur l'année 2020 par rapport à 2019. Et on est, donc voilà, sur 2019, vous avez, et je ne vais pas vous décrire tous les réseaux, mais là, je vais vous les expliciter. Vous avez une part de la librairie en haut à gauche, de la librairie dite de premier niveau, 23%. La librairie de premier niveau concerne la plupart des librairies indépendantes d'une certaine taille, à savoir, souvent on dit que ce sont les 1000 plus gros libraires. 23%, plutôt en hausse, enfin évidemment pas en 2020. À droite, vous avez librairie dite de deuxième niveau et Internet. En réalité, ça recouvre deux réseaux particuliers. Vous avez Internet, donc évidemment avec Amazon essentiellement, mais comme Amazon ne veut pas que ces chiffres apparaissent, GFK est obligé de grouper ça avec les librairies de deuxième niveau. Librairies de deuxième niveau, donc ce sont les petites librairies, et là, il y en a des milliers, tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre. En réalité, c'est Internet qui pèse, et Internet, selon les segments, peut peser entre 18 et 30% du chiffre d'affaires d'un éditeur. Selon s'il a du fond, selon s'il fait des sciences humaines ou de la jeunesse, voilà. Mais on ne peut pas vous donner le chiffre Amazon et le chiffre Internet exclusivement. En bas à droite, vous avez la grande distribution, et la grande distribution est en baisse, c'est-à-dire ce même schéma il y a 10 ans aurait donné, vous auriez eu presque 4 quarts, enfin
Internet étant évidemment pas à ce niveau-là, mais la grande distribution pesait beaucoup plus. Donc les grandes surfaces alimentaires qui ont des rayons livres sont en réduction, mais pèsent néanmoins sur l'ensemble du marché, tous segments confondus, 15%. Et enfin, les grandes surfaces spécialisées culturelles, pour la plus importante d'entre elles, c'est la Fnac, mais il y a également d'autres enseignes, à savoir Cultura, par exemple, donc, qui ne vendent pas que du livre, mais qui vendent tout ce qui peut se rattacher à des produits culturels, soit en centre-ville, soit en périphérie. Voilà, ça c'est uniquement en France, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les ventes, et on ne retrouve pas les ventes par correspondance ou les clubs. Voilà pour les chiffres les plus frais. Là, il y a un petit rappel, source ministère de la Culture, où vous avez, on annonce toujours des dizaines de milliers de points de vente. C'est vrai, et en même temps, certains vendent parfois des livres, mais vendent essentiellement de la presse, par exemple. Voilà pour les maisons de presse. Donc, en France, on dit 20 à 25 000 points de vente, revendeurs qui sont susceptibles de vendre au moins une fois des livres. 15 000 auraient une activité véritablement régulière de vente de livres. Moi, je pense que c'est beaucoup moins. Et là, effectivement, on peut retenir, c'est déjà très, très fort, ça veut dire un maillage territorial important, de retenir plutôt 3 500 à 4 500 qui sont des acteurs du livre et dont c'est l'activité principale. Du coup, j'arrive à la chaîne du livre. On a des très beaux dessins. Je ne sais plus où on les a pris. Si c'est marqué en dessous, c'est la région Picardie. Voilà, l'éditeur, il a, pour atteindre les points de vente, donc je mets les libraires, mais vous avez vu les grandes surfaces et tout type de revendeurs, il a un intermédiaire. Alors, il peut aller voir directement des points de vente, hein, évidemment, mais comme vous avez vu qu'il y en a plusieurs milliers, c'est un peu compliqué. Donc, il a en général recours à un diffuseur et un distributeur. Le diffuseur, vous voyez l'icône, le diffuseur, en gros, ce sont des commerciaux ou des représentants, comme on les appelle, qui visitent tous les points de vente ou une grande partie des points de vente pour le compte de l'éditeur, et il travaille pour plusieurs éditeurs. Et le diffuseur remonte des commandes que le distributeur va servir. Le distributeur, c'est le stockage et la logistique pour envoyer ces livres au point de vente. C'est également, la plupart du temps, celui qui se charge du recouvrement, de la facturation et du recouvrement. Voilà. Et ensuite, l'éditeur perçoit le fruit des ventes moins les commissions du diffuseur, du distributeur et du libraire. Voilà. Pour une définition un petit peu plus précise, vous avez la page suivante. Bon, oui, donc on va dire que ce sont des gens pour le diffuseur, en effet, c'est ce que je vous ai dit. L'éditeur est maître de son marketing, c'est lui qui s'occupe de la communication, s'il y a de la publicité à faire, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Le diffuseur, il est juste l'intermédiaire, il va présenter les livres auprès des différents réseaux de vente et des libraires. Alors, deux choses à préciser. Souvent, les diffuseurs-distributeurs appartiennent aux grands groupes qu'on a vus tout à l'heure. Pourquoi ? D'abord, il y a un souci de mutualisation et ces grands groupes, parfois, ont besoin se disent qu'avoir d'autres éditeurs, ça va renforcer leur catalogue, leur visibilité par rayon, leur notoriété éventuellement, et puis ça va leur rapporter éventuellement de la marge commerciale, et puis ça entraîne également des effets pour la distribution. Donc, mutualisation des coûts, mutualisation d'expérience, et également une sorte de poids de négociation pour ouvrir la porte d'un libraire ou ouvrir la porte qui s'ouvre électroniquement, la porte des Fnac. Principalement, et ce n'est pas que ça, mais principalement, les commerciaux vont présenter les livres à paraître et remonter des commandes avant la sortie de ces livres. Voilà, ils vont travailler du réassort et du fond, mais le rythme des prospections et des tournées provient de la présentation des nouveautés à paraître. Et cette prospection, en général, est de l'ordre de 3 à 4 mois avant la parution du livre.
l'éditeur doit avoir fourni tous les éléments, la couverture, des argumentaires, il a rencontré les commerciaux éventuellement, en ce moment c'est évidemment en visioconférence, pour que les commerciaux ensuite aillent visiter le maximum, ou en tout cas les librairies pertinentes. Voilà, je me suis permis de mettre une petite liste des qualités que l'éditeur attend du diffuseur. Bon, on dit souvent que l'éditeur n'est jamais content de son diffuseur, mais voilà, c'est un ancien diffuseur qui vous parle. Voilà, je vous parle ensuite de la distribution. La distribution, on a donc dit stockage, il facture le stockage aussi souvent, le transport, l'acheminement des livres auprès des libraires et le recouvrement et la facturation. Il a également l'informatique, et cette informatique permet ensuite aux diffuseurs de donner des états statistiques et une visibilité de où sont vendus les livres, ou en tout cas de donner un état des ventes par article. Voilà. Là aussi, je parlais des grands groupes, on est dans l'industrie. Là, on est dans j'allais dire, là aussi, non. On n'est pas dans l'industriel au niveau de la diffusion, même si parfois les éditeurs ont l'impression qu'il y a beaucoup de titres et il y a beaucoup de catalogues avec eux et que leurs catalogues ne sont pas suffisamment mis en avant par les commerciaux. En distribution, on est vraiment dans de l'industrie, dans de l'industriel, avec évidemment des processus automatisés ou semi-automatisés, et donc des besoins d'économie d'échelle avec des investissements extrêmement lourds. Bon, je suppose que la distribution, évidemment, vous voyez ce que c'est, puisque vous avez la même chose au Canada. Voilà, mais c'était pour distinguer en revanche cette question de diffusion-distributeur. Et en général, pour conclure sur diffusion-distribution, après je vais aller plus loin, voilà. Le diffusion va avec distribution, il est rare de trouver un diffuseur qui ne soit pas lié à un distributeur. Et donc, quand on a un diffuseur, en général, on a un distributeur. Et parfois, on peut trouver un distributeur sans un diffuseur. Voilà, ça dépend des stratégies. Il est compliqué quand même, parce que je sais que ça fait partie des questions. Il n'est pas toujours facile. On va dire qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement. Les diffuseurs ne sont pas toujours en recherche d'éditeurs. Et donc, on se retrouve certainement aussi dans ce que Fiane a décrit pour des éditeurs, c'est-à-dire quand on va vendre à des éditeurs, c'est un peu la même chose que quand on va vendre quand on veut convaincre et contractualiser avec des diffuseurs, il faut que le diffuseur y trouve un intérêt, et parfois, voilà, il ne peut pas empiler tous les éditeurs, entre guillemets, et donc, il est, pour des petits éditeurs, parfois difficile d'avoir accès à toutes les librairies parce qu'elles n'ont pas de contrat avec des diffuseurs nationaux. Voilà, on en parlera en conclusion, mais voilà, c'est évidemment également une concentration en cours. Ensuite, les acteurs, alors vraiment c'est une moyenne, mais c'est pour vous donner vraiment une idée de ce que tout ça pèse. Voilà, on dit que c'est entre 8 et 12%, ça peut être plus pour les auteurs, contributeurs et auteurs. La fabrication, bon, ça c'est le poids dans le prix du livre, hors taxe. Hein. L'éditeur doit donc avec entre 11 et 20% payer ses salaires, la publicité, les services de presse, les relations publiques. Et donc les commissions diffusion-distribution, elles sont au total, elles sont entre 54 et 58%, mais dans ces 54 et 58%, vous avez, ou 60%, vous avez la librairie qui a maintenant plutôt une remise minimum de 30%, et qui a effectivement une moyenne de 38% et qui peut aller jusqu'à 40%. Également, la Fnac, c'est pareil, Amazon, c'est pareil. Voilà, donc évidemment, passer par un diffuseur-distributeur, ça n'est pas neutre. Quand vous vendez en direct, vous n'avez pas cette commission de diffusion-distribution. Donc, passer par un diffuseur-distributeur, ça veut dire qu'il faut vendre beaucoup plus de livres pour pouvoir gagner la même chose. Mais évidemment, c'est un outil qui peut permettre de toucher ces milliers de libraires que vous auriez du mal seul à toucher. Pour la chaîne de valeur, j'ai terminé. J'ai voulu préciser, alors je reste très général,
mais quand même, j'ai voulu ajouter la question suisse et belge. La Belgique est dans la zone euro, donc il y avait avant des diffuseurs spécifiques ou des distributeurs spécifiques en Belgique. Il y en a de moins en moins. Il en reste peut-être un ou deux. La diffusion se fait de la France et bon, il peut y avoir un représentant sur la Belgique francophone, qui fait partie de l'équipe française, par exemple. Mais en revanche, la distribution maintenant est majoritairement effectuée à partir de la France. Ça permet toujours de mutualiser les coûts. Voilà, il y a encore, donc pour ne pas les citer, il y a encore Hachette. Là, je n'ai pas cité, mais je vous le dis, qui pour des raisons historiques, rajoute un prix, enfin, augmente le prix. Donc, ils sont obligés de faire comment dire, des étiquettes et ils vendent plus cher sur le marché belge, ce qui fait grincer des dents les libraires. Et en Suisse, on a, donc voilà, quand vous avez normalement un diffuseur-distributeur en France, vous avez également le marché belge ouvert, en général. Dans le cas de la Suisse, déjà, vous n'avez pas la même monnaie, donc vous avez des diffuseurs-distributeurs ou des grossistes qui sont implantés en Suisse, certains en Suisse francophone uniquement, mais bon, c'est celle qui nous intéresse là dans notre sujet. Et elles appliquent ce qu'on appelle une tabelle, à savoir un prix augmenté de parfois 20%, ce qui là aussi pose un problème parce que quand des gens achètent sur Internet, ils n'ont pas nécessairement ce prix augmenté de 20%. Voilà, ce sont des partenaires, parfois donc les distributeurs et diffuseurs suisses. Il y a des chaînes importantes, il y a une chaîne qui s'appelle Payot qui est très importante en Suisse, et des indépendants. Bon voilà, souvent quand vous trouvez un diffuseur-distributeur, vous avez également le contrat qui va avec, ou alors vous avez un contrat séparé, mais vous avez aussi, on vous propose le partenaire qui est des fois une filiale tout simplement. Pour la diffusion suisse et belge, voilà. Et puis, j'ai voulu parler plus spécifiquement des Canadiens. Alors, au risque de les décevoir, les Canadiens anglophones, le marché pour vendre des livres en anglais, et il y a des rayons dans les librairies, hein, pas toutes, mais il y a des rayons. Mais ce rayon est consacré aux best-sellers. Donc, au risque de vous décevoir, voilà, je n'annonce pas qu'il y a un marché ouvert et facile à pratiquer pour vendre des livres en anglais en France. Là, pour le coup, on est davantage dans la problématique des cessions de droits. Pour les Québécois, pour les Canadiens francophones, on a des éditeurs qui sont implantés en France. Je sais qu'il y en a qui assistent à la conférence. Je voulais citer les succès que moi j'avais notés des dernières années. Parce que peut-être qu'il y a 10 ans, on aurait dit que les éditeurs québécois étaient boudés en France. Je l'ai entendu, mais voilà, on a Lux, La Pastèque, La Peuplade et Le Cartanier récemment, les deux derniers récemment, qui sont diffusés et distribués par des diffuseurs et distributeurs nationaux et qui ont, je trouve, plutôt le vent en poupe. Et je vais vous donner leur secret, à savoir que elles ont une personne à plein temps ou pas, mais elles ont une personne dédiée qui est en France. Et pour moi, ça paraît très important. Évidemment, elles sont diffusées et distribuées par un acteur majeur, mais elles ont un relais qui participe à la politique commerciale, qui participe parfois à la communication et qui travaille avec le diffuseur et le distributeur sur place. Voilà. Donc, ces derniers investissements alors Lux est en premier, mais La Pastèque et les deux autres, et aujourd'hui plutôt payé, avec des gens qui font ce qu'on appelle aussi aujourd'hui de la relation libraire ou de la surdiffusion. C'est-à-dire des gens qui vont aller voir des librairies en plus du diffuseur pour parler du catalogue, pour leur donner envie de découvrir et d'ouvrir les livres. Voilà. Et puis, il y en a même certains qui ont développé, qui ont recours à une impression sur place. Pour des questions évidemment d'économie et éventuellement même de rapidité, puisque acheminer les livres de part et d'autre prend beaucoup de temps. Et pour certains qui connaissent déjà, vous avez une solution qui est entre les deux.
En tout cas, c'est moi qui le dis comme ça. La librairie du Nouveau Monde, DNM, appuyée par la librairie du Québec, travaille avec une quarantaine d'éditeurs québécois et quelque part est ce relais en France pour la communication, la mise en marché et même la relation avec le diffuseur, puisque le diffuseur, c'est CED-CEDIF. La particularité, c'est que le distributeur, c'est DNM directement, mais le diffuseur, l'équipe donc de commerciaux, c'est CED ou CEDIF, et la diffusion Nouveau Monde va sélectionner normalement avec vous certains titres qu'il va considérer comme ayant du potentiel sur le marché, et va présenter les livres et être votre représentant auprès du diffuseur. Voilà. Dans le cas de campagne de communication, il va éventuellement vous fournir des conseils ou des contacts. C'est donc une interface avec libraire, diffuseur, parfois communication, et ce n'est pas tout le catalogue des éditeurs. Je l'ai interviewé, évidemment, il pratique cette sélection normalement en totale coordination avec les éditeurs. Voilà, il y a des prestations en plus d'envoi de services de presse, et puis il y a même une gestion des stocks au Québec. Voilà, nous nous acheminons vers la conclusion. Dans les temps, je regarde. Oui, tout à fait. La conclusion, c'est qu'on voit schématiquement trois solutions, trois options, quoi. Voilà. Et évidemment, ces solutions, vous ne les aurez certainement pas après avoir assisté à notre webinaire, puisque cela relève de votre stratégie, également votre stratégie d'investissement. Dans le cas de l'option 1, qui est de trouver un diffuseur-distributeur en France, ça veut dire tout le catalogue, et ça veut dire, et c'est ma recommandation, ça n'est pas une obligation, ma recommandation, ça veut dire être sur place ou avoir quelqu'un en relais sur place. Voilà. Et donc, évidemment, ça implique un coût significatif. Donc, ça veut dire qu'il faut considérer qu'il y a un potentiel de vente suffisant. Potentiel de vente, en tout cas, un nombre de nouveautés. Je ne voudrais pas donner un chiffre, ce serait un peu réducteur. Je vous en donne un quand même, qui est que si vous avez moins de 8, peut-être 8 nouveautés par an, ce sera difficile de capitaliser sur un travail avec les libraires, avec les médias, et a fortiori, si vous avez 8-10 livres qui ne sont pas en plus sur les mêmes segments, ce sera compliqué de capitaliser, de pouvoir consolider des relations avec tous les partenaires et médiateurs du livre. Mais voilà, il peut y avoir un livre qui se vende beaucoup. Voilà. Donc, option 1, pour moi, avec le conseil donc c'est un investissement avec le conseil d'avoir quelqu'un qui puisse vous représenter et être vraiment votre relais et partager sa vision du marché, des spécificités, éventuellement même parler des couvertures, d'options graphiques qui pourraient correspondre davantage à un marché, dans certains cas, à un marché français. Voilà, l'option 2 est celle que beaucoup d'entre vous utilisent, à savoir DNM, puisque ce relais, Yann Rioux par exemple, pour ne pas le nommer, va éventuellement vous dire, s'il a toutes les informations, vous dire « Ah bah oui, ce livre-là, je pense qu'on peut le travailler ensemble, voilà comment on peut faire, et je prends en charge ma relation avec le diffuseur. » Bien. Voilà, vous pouvez également venir, et je lui ai demandé, bien entendu, parce que c'est ce que moi j'ai toujours recommandé pour les éditeurs français, pour être présents sur le marché québécois. C'est loin, donc il faut comprendre et venir sur place, faire tourner éventuellement, alors en ce moment ce n'est pas possible, mais faire tourner les auteurs pour rencontrer leurs lecteurs en librairie. Donc l'option entre deux, c'est DNM, hein, vous avez cette particularité. Et puis, l'option 3, ce n'est pas un classement d'ordre, il n'y a pas d'ordre de préférence, chacun selon sa stratégie. C'est ce que Fian vous a présenté. Alors, session de droit et coédition, à savoir, pour nous, la conclusion, c'est si quelques titres semblent avoir un certain potentiel, si vous n'avez pas une stratégie de faire connaître votre marque et de développer davantage de production en France, autant
vendre des droits à des éditeurs ou en coédition. Enfin, Fiane, tu veux peut-être compléter ma conclusion et on en aura terminé. C'est vraiment cette question, comme le dit Mathias, de stratégie éditoriale d'entrée sur le marché français qui est liée à un volume, mais également cette question stratégique de ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire avec votre marque, c'est-à-dire avec vos auteurs, et la volonté de construire. Alors, il y a une composante de temps. La mise en œuvre d'une session de droit peut être relativement rapide, même si on a vu que c'était un peu laborieux parfois, mais c'est globalement assez rapide par rapport à la mise en place d'une diffusion-distribution. Et je voulais juste ajouter que même si ce n'est pas le scénario idéal, il peut y avoir un mix des solutions 1, 2 et la troisième. C'est-à-dire que certains titres peuvent être travaillés en session alors que d'autres seraient diffusés et distribués. Ou dans le temps, commencer avec de la session et puis construire une notoriété pour ensuite arriver à une discussion avec un diffuseur-distributeur ou peut-être même qu'un diffuseur-distributeur viendra vous voir en vous disant je veux vous représenter en direct sur le marché français. Est-ce que, Mathias, tu avais autre chose à ajouter sur cette conclusion? Non. Christiane et Christy, est-ce que vous voulez ajouter un mot? Est-ce qu'on passe aux questions? Je crois que nous pouvons commencer avec les questions. Alors, nous vous invitons maintenant à proposer vos questions. Nous allons utiliser la fonction de questions et réponses située vers le bas de votre écran. Et par la fonction chat, vous pouvez taper vos questions et Mathias et Fiane auront plaisir d'y répondre. Ben, je peux commencer puisqu'il y a une question. Je ne sais pas si je peux vraiment y répondre comme ça. On nous demande des suggestions de diffuseurs et de distributeurs. Je peux les lister, mais disons que voilà, ce qui est important néanmoins, c'est de trouver d'abord, c'est comme le choix des catalogues partenaires, enfin en coédition ou en session, c'est-à-dire le profil de votre maison d'édition pour pouvoir chercher d'abord les partenaires qui semblent les plus adaptés. Les grands groupes, on peut imaginer, donc Hachette et Editis en l'occurrence, qui s'appelle Interforum, Média Diffusion ou Madrigal par Flammarion, le CDE que j'ai dirigé ou par Gallimard, ne vont pas nécessairement chercher des éditeurs en dessous d'un potentiel de peut-être plusieurs millions d'euros. Ça fait peut-être peur, mais voilà. En revanche, voilà, ça dépend évidemment du potentiel d'un titre ou de quelques titres et du nombre de volumes. Voilà, vous avez des éditeurs, alors vous avez des diffuseurs, on va dire. Donc, premier groupe, vous avez des très gros diffuseurs-distributeurs, Hachette, Interforum, Flammarion, CDE. Bon, Gallimard s'occupe que de Gallimard, Albin Michel s'occupe que d'Albin Michel, Actes Sud ne s'occupe que d'Actes Sud. Vous avez Média Diffusion, donc, qui doit absorber en diffusion-distribution le Seuil La Martinière. Le FEB Saru, donc on est à côté. Vous avez donc ça, c'est le premier groupe, et vous avez le deuxième groupe quelque part du coup qui est Harmonia Mundi Livre. Alors pour la littérature et pour la jeunesse, enfin tout ce qui est création est assez en recherche en ce moment. Lux y est diffusé notamment. La Pastèque doit être chez Média d'ailleurs. Et vous avez alors CED Pollen, vous avez d'autres éditeurs, d'autres diffuseurs, voire des beaucoup plus petits. Vous avez Dilisco qui est une filiale d'Albin Michel et qui a aussi des équipes en jeunesse, en pratique, en spiritualité, bien-être. Voilà, donc d'abord, si vous avez cette question de quelle suggestion, ma première réponse, c'est quel profil. Voilà, c'est vraiment primordial. Et puis, voilà, j'ai pu vous parler de ça parce qu'en attendant, il n'y avait pas d'autres questions. Moi, je vais demander une question. Pouvez-vous élaborer sur le programme de traduction du CNL? Faut-il avoir un contrat signé avant que l'éditeur français puisse
soumettre une demande de financement? Oui, en théorie. Vous m'entendez? Oui. En théorie, oui. Le processus est très cadré. Donc, il y a effectivement une négociation et alors, au moins un projet de contrat, même si le contrat n'est pas signé. En théorie, il doit être signé. Hein. Et des critères qui sont assez précis. Et je vous invite à aller regarder la page sur le site du CNL qui est très détaillé. Si on lit un peu entre les lignes, et quand on regarde les ouvrages qui ont été subventionnés, il y a une prime assez forte aux ouvrages qui, sans subvention, auraient vraiment des difficultés de traduction. Donc, ça peut être lié à la difficulté de la traduction et ou la longueur de la traduction. Il n'y a pas de prime en revanche au fait que ce soit une nouveauté. Ça peut être tout à fait un titre du fonds, voire patrimonial. Les critères du CNL sont globalement, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais sur des critères d'ouvrages à caractère littéraire affirmé. Et donc, en général, pas vraiment sur des ouvrages dits commerciaux. Alors, c'est très caricatural ce que je dis, mais il y a une vraie volonté de subventionner des ouvrages voilà, avec des auteurs forts et un positionnement assez clairement littéraire. Fiane, j'ajouterais que tu dis littéraire, mais il y a aussi en sciences humaines. Bien sûr. Donc, en savoir, donc littéraire et sciences humaines, en effet, ce sont des commissions qui se réunissent. Mais il me semble également que non seulement un contrat doit être signé, mais un contrat avec le traducteur doit être signé. Oui. Donc, si vous avez signé un contrat avec un traducteur, c'est que si l'éditeur a signé un contrat avec le traducteur, c'est que le projet est en cours. Donc, il y a un risque, moi ça m'arrive en tant qu'éditeur, pour que je ne reçoive pas d'aide de la part du CNL, et donc je ferai mon livre sans avoir d'aide qui monte effectivement à 40 ou 60% de mon coût de traduction. Voilà. Et en plus, il y a un minimum de tarifs, ce qui paraît tout à fait légitime. On donne on fournit le contrat de traduction pour aussi vérifier que le tarif minimum institué par la guilde, par l'association des traducteurs, soit respecté. Il y a une question. Ouh, oui, je vais essayer de répondre. Ouais. Alors, la question c'est, j'ai entendu parler de vente directe auprès de la grande diffusion en ferme, souvent par la Chine, pour des milliers de copies. Comment fait-on pour contacter Carrefour ou autre pour avoir des ventes directes? Alors, Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, c'est la grande distribution, hein, ce que vous avez tout à l'heure. Et parfois, effectivement, ils peuvent acheter. Alors, c'est vraiment pour être compétitif. On est dans des gammes concurrentielles pour avoir des livres pas chers. Et donc, soit ils ont une centrale d'achat. Donc, moi, je n'ai pas les noms, mais effectivement, ça peut exister. Il faut rentrer dans des gammes, donc, comme je disais, très concurrentielles. Par exemple, des livres de Noël, des coloriages, ça veut dire des accords sur des très grandes quantités à très bas prix, enfin, le principe même de la grande distribution. Donc, en centrale, il y a des acheteurs, et je suis désolé, mais je n'ai pas les noms. Je n'ai pas fait ça. Mais effectivement, voilà, on n'est plus dans... ça veut dire qu'il faut refaire une couverture éventuellement, mais vous avez un accord et vous pouvez produire en fonction du contrat et de l'accord. Et il n'y aura que Carrefour qui vendra des produits, alors sous une autre marque, hein, mais peu importe. Ouais. Effectivement, juste pour compléter j'ai un petit peu travaillé là-dessus à une époque. Ça concerne beaucoup également le secteur de la jeunesse. Mathias avait évoqué des livres d'activités, de coloriage, etc. Donc, on est à la fois sur du bas prix, du volume et notamment en jeunesse sur des produits éditoriaux qui sont liés à des licences, donc liés à souvent une série audiovisuelle.
ou une marque forte. Disney étant évidemment un des principaux fournisseurs des grandes surfaces. Donc, ces acheteurs, est-ce qu'il est possible de les rejoindre via des agents? Ce n'est pas les agents habituels dont a parlé Fiane, en tout cas, qui travaillent avec ces acheteurs. Non. Il y a certainement des réseaux à trouver qui peuvent se trouver assez facilement, mais on a des soldeurs, par exemple, ça existe encore de vendre des livres en solde. Là, il est encadré par la loi aussi, hein, qui peuvent avoir des accès. Moi, j'en ai pas, ça peut se chercher. Enfin, je suis désolé de ne pas être très précis, je n'ai pas les noms. Les achats des écoles, de quelle façon fonctionnent les achats des écoles et des bibliothèques? Alors, on considère que quand on confie la diffusion de notre catalogue en tant qu'éditeur à un diffuseur, qu'il est exclusif sur les libraires, sur tous les types de revendeurs, et on mentionne les bibliothèques parce que officiellement, les libraires vendent les livres aux bibliothèques. Voilà. Ça, donc officiellement, ça se fait beaucoup, mais on n'a absolument aucune maîtrise de ça. Vous avez vraiment des libraires qui sont très forts pour vendre aux collectivités, qui ont des services aux collectivités et même qui proposent les nouveautés régulièrement à un comité de bibliothécaires. Donc voilà, c'est souvent par les libraires. Il faut trouver les libraires qui savent le faire. Il y a néanmoins 2 équipes ou 3 équipes de diffusion spécifiques qui visitent des écoles et des bibliothèques. Ça se fait en parallèle, voilà. Et il y a certains éditeurs, alors évidemment des éditeurs surtout qui sont dans les livres prescrits et qui sont dans le scolaire et parascolaire, qui vont essayer de travailler directement avec les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est très, comment dire, parcellisé, c'est-à-dire il y a beaucoup de bibliothèques et il y a un regroupement régional qui n'existe plus. Donc, pour couvrir ces territoires, c'est assez compliqué. Voilà. Mais il doit y avoir 2 ou 3 équipes qui sont spécialisées pour aller visiter des écoles et des bibliothèques, en plus de ce que font les libraires, ou ne ce qu'en font pas les libraires, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils font. Juste pour compléter sur les écoles, la loi interdit en France d'aller vendre directement dans les écoles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de scolastique, l'équivalent de scolastique sur le marché français. Donc, légalement, on n'a pas le droit. En revanche, c'est mis en place en France de la vente directe de certains éditeurs, et notamment en jeunesse, et notamment l'école des loisirs. Mais aussi Bayard ou Zou, qui ont mis en place de la vente par abonnement directement auprès des écoles via les enseignants, qui est un marché important en jeunesse, qui est totalement dépendant des réseaux qui ont été construits en propre par ces éditeurs-là, sur lesquels il est très difficile d'entrer. Oui, et là aussi, il y a un encadrement par la loi en termes de remise, puisque vous avez le prix fixe, comme on vous l'a expliqué. Alors, le libraire peut faire 9% pour le coup de remise et non pas 5% aux bibliothèques, mais voilà, ça reste très encadré. Il y a des très grosses librairies en France, hein, néanmoins, qui couvrent un peu tout le territoire et qui répondent à des appels d'offres de collectivités. Voilà, donc vous voyez, vous avez plusieurs marchés en parallèle. On a répondu. Et nous avons une autre question. Alors, c'est pour moi. Est-ce que je peux élaborer alors, sur l'activité de relations libraires qui n'existe pas vraiment au Québec? Ouais, bon, alors, je vais le dire par mon expérience, puisque vous avez compris que j'étais diffuseur longtemps. Donc, quand un représentant va parler des nouveautés à paraître et qu'il a beaucoup de titres, hein, il a peut-être entre 800 et 1000 titres par an à présenter. Par vague de 6 ou 7, vous voyez, bon, il n'a pas toujours, évidemment, il en parlera toujours moins bien que vous, éditeur, et il n'aura pas toujours le temps d'en parler correctement.
Et quand on est dans, par exemple, les livres de création, on en parlait en jeunesse ou en sciences humaines, en littérature, l'enjeu, il est que ces libraires, non pas prennent des quantités seulement pour la librairie, mais lisent ces livres ou les ouvrent. Donc maintenant, il y a moins de directeurs commerciaux de maisons d'édition que ce que j'ai connu. Aujourd'hui, on a plutôt des gens en interne ou en externe qui sont nommés relations libraires, ou on appelle ça de la surdiffusion. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont parler de votre catalogue et sensibiliser et tout faire pour que, donner à lire, bien entendu, et tout ça pour faire en sorte que le libraire du rayon ouvre le livre et le lise pour pouvoir mieux le vendre. C'est vraiment, oui, il y a vraiment des libraires qui ont la qualité suffisante pour faire ce rôle qu'on attend d'intermédiation auprès du lecteur. Donc, on a besoin d'eux. Mais il y a tellement de livres qui sortent et tellement d'enchères, ils reçoivent beaucoup de services de presse, qu'aujourd'hui, les éditeurs ont jugé que c'était encore mieux d'envoyer quelqu'un pour faire en sorte qu'une fois les services de presse arrivés, ils les ouvrent. Voilà. Et effectivement, dans le cas des 4 éditeurs que j'ai cités tout à l'heure, québécois, les personnes sur place font de la relation libraire et certains, c'est même leur métier de base, à savoir, ils ne prennent pas de commandes. Hein, voilà, que ce soit vraiment clair. Ils viennent pour dire, enfin, ils viennent ou ils envoient des mails ou voilà, où ils passent des soirées festives. Enfin, ça, c'était quand on pouvait le faire. Et ils donnent envie de lire le livre, et ils expliquent le catalogue et voilà, l'essentiel étant de donner la bonne information à la bonne personne. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je vais demander une autre question. Selon vous, quelles sont les 3 meilleures pratiques pour s'assurer que les premières démarches dans le marché français sont un succès? En session ou en diffusion? Peut-être en diffusion. Alors, je pense comme pour la session d'ailleurs que, évidemment, mais bon, il faut commencer par ça, c'est la prise de connaissance. Comme la première question à laquelle j'ai répondu, ou tenté de répondre tout à l'heure, c'est savoir quel diffuseur-distributeur. C'est pareil pour les sessions, c'est pareil pour la relation libraire, c'est pouvoir regarder quel profil de catalogue a un diffuseur et regarder donc qui il diffuse, qui il a. Voilà, donc voilà, pour moi, c'est de la prise de connaissance que vous faites déjà aujourd'hui. C'est prise de connaissance de ce marché, de ses profils et des démarches. Voilà, mais voilà, je ne sais pas si j'en trouverai 3. Premier élément clé. Deuxième élément clé, c'est celui que moi j'ai dit, qui est ma vision à moi. Hein. C'est difficile d'attaquer, entre guillemets, de rentrer sur un marché étranger, à mon avis, mais bon, je parle là de la France, si on n'y est pas présent, soi-même ou avec quelqu'un qui nous représente. Voilà. Ça me paraît vraiment très difficile. Et je parle de cette expérience en tant que diffuseur français d'éditeurs qui régulièrement me disaient mais pourquoi j'ai pas assez de ventes au Québec, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah oui, mais c'est pas parce qu'il a un article dans Le Monde que ça va se vendre au Québec, et l'auteur, c'est pas parce qu'il va à Toulouse que ça va se vendre au Québec. Voilà. Et donc je prends exactement la symétrie, l'inverse. C'est pareil pour la France. C'est pas parce qu'un diffuseur va mettre des livres dans les librairies que les gens vont nécessairement en entendre parler et venir le prendre. Donc voilà, un relais sur place me paraît important. C'est peut-être pas un plein temps, ça dépend. Voilà. Et la troisième piste à laquelle je crois beaucoup, c'est finalement, c'est effectivement la relation libraire. Voilà. Oui, là j'ai une question, c'est à propos de relation libraire, considérez-vous que c'est utile, répandu pour des éditeurs littéraires? Oui, c'est surtout pour les éditeurs littéraires, éventuellement de sciences, alors pas de sciences sociales, de sciences humaines, pardon, mais on va dire plutôt par rapport à l'actualité, et également pour la jeunesse. Enfin,
pardon, tout ce qui est création, livre de création. Voilà, pour le pratique, éventuellement, sauf si vous avez une démarche vraiment de création, c'est-à-dire que vous ne vous inscrivez pas dans des gammes pour avoir un livre, un 25e livre, j'exagère, sur les verrines, voilà, ce n'est pas la peine. En revanche, voilà, c'est quand on a besoin de libraires qui jouent leur rôle vraiment d'intermédiation, c'est pour vraiment les impliquer dans votre politique et qui s'approprient votre politique. Donc, on est plutôt sur littérature, sciences humaines, mais d'un point de vue actualité ou vision du monde actuel. Et puis, évidemment, dans la création jeunesse, poche ou album. Ça peut être un plus, oui. Parce qu'en plus, en jeunesse, pour terminer, vous avez la possibilité, vous avez un matériel pour faire des vitrines. Alors, vous pouvez aussi l'avoir pour la BD. Enfin, la pastèque, pour la BD, c'est BD et jeunesse. Donc, il y a quelqu'un qui s'en occupe et ça permet d'organiser des rencontres aussi. Et donc, je vous dis d'avoir éventuellement de proposer du matériel spécifique. Quand on a du visuel, c'est quand même beaucoup plus attirant. Voilà, j'ai répondu à la fois à Tristan et à la fois aux spectateurs anonymes. C'est ce qui a marqué sur le chat. OK. Je tiens à remercier Mathias et Fiane pour leur présentation et pour avoir mis en lumière la façon dont les éditeurs canadiens peuvent vendre leurs livres en France. De plus, mes remerciements vont aussi à tous nos participants. Je vous rappelle bien de vouloir remplir le formulaire d'évaluation qui apparaîtra aussitôt que le webinaire sera fermé. Si vous avez des commentaires additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Finalement, je tiens à remercier le gouvernement du Canada par l'entreprise du Fonds du Livre du Canada de Patrimoine canadien pour l'appui financier de ce webinaire. Merci encore à toutes et à tous et bonne journée. Merci. Merci.